Merci, Monsieur le Président, cher Jean-Yves. Je veux vous dire le plaisir que j'ai à introduire cette session d'après-midi, même si je ne pourrai pas participer à vos travaux. D'autres obligations m'incombent, mais je crois que les débats que vous portez sont des débats importants. Et d'ailleurs, au-delà du débat d'aujourd'hui, je veux saluer le travail de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, qui, comme vous venez de le rappeler, se situe à l'interface du milieu scientifique et du milieu, au fond, grand public et ou politique. Et dans beaucoup de domaines scientifiques, pour beaucoup de domaines scientifiques, les politiques sont du grand public, puisqu'ils n'ont pas à avoir l'expertise, et pourtant ils sont amenés à prendre des décisions, évidemment, qui doivent être éclairées par l'expertise scientifique. Monsieur le secrétaire perpétuel, mesdames et messieurs les sénateurs, je veux saluer tout particulièrement Corinne Bouchoux, puisque j'étais allée au Sénat à la demande de la mission qu'elle présidait pour déjà évoquer les enjeux liés à la vaccination. Je salue bien sûr Jean-Louis Touraine, l'ensemble des parlementaires présents. Mesdames, messieurs, vous avez raison de dire que la question de la vaccination est une question qui appelle des débats transparents. Et au fond, la capacité que vous démontrez aujourd'hui d'organiser un travail, un échange sur le sujet très particulier des adjuvants vaccinaux montre que nous avons le souhait dans notre pays de pouvoir permettre l'échange de points de vue très différents et que ce débat qui doit à tout moment rester fondé sur des principes et des exigences scientifiques et des faits scientifiques, que ce débat doit aussi permettre d'éviter, comment dire, une mauvaise information de la population et qu'il n'y a au fond rien de pire pour avancer que de refuser la transparence. Et au fond, je le dis, moi, je souhaite favoriser un débat d'experts qui doit fonder un débat d'opinion publique, un débat politique au sens fort. Je veux d'abord rappeler que la vaccination est, à n'en pas douter, l'un des plus grands succès en matière de santé publique. Un succès parce que la vaccination a permis de sauver des millions de vies et qu'elle a réussi à enrayer la transmission de la tuberculose, de la diphtérie, du tétanos, de la fièvre jaune, que la propagation du typhus, de la polio, de la méningite bactérienne ont été stoppées, que grâce à la vaccination, nous avons pu éradiquer des pathologies qui, il n'y a pas si longtemps que cela, à l'échelle de l'histoire, décimaient des populations entières. Et je crois qu'il faut le rappeler, parce que sinon, on donne le sentiment de passer à côté de l'essentiel. Aujourd'hui encore, se vacciner, c'est se protéger. Se protéger soi-même, bien sûr, et c'est souvent ce qui amène nos concitoyens, chacun d'entre nous, à aller faire la démarche de se vacciner. Mais c'est aussi protéger les autres. Et la vaccination est un acte citoyen, sans doute, de solidarité, mais il faut rappeler, parce que, au fond, les Français, mais je ne suis pas certaine que les habitants des autres pays soient mieux éclairés, ont tendance à oublier que pour que le vaccin marche, pour que la vaccination marche, il faut qu'une partie importante de la population soit vaccinée, puisque ça n'est pas simplement se protéger soi-même, c'est éviter la propagation. Et on sait qu'il faut un taux de couverture de la population qui atteigne 80 voire 90% de personnes vaccinées pour qu'on puisse atteindre le seuil d'une efficacité parfaite, c'est-à-dire arrêter la transmission, voire éliminer une pathologie. Les succès du passé, ils sont là, il faut les rappeler. Mais la vaccination offre aujourd'hui de grandes perspectives. Je veux parler par exemple de la dengue qui ne nous concerne pas ici,
qui concerne les territoires d'outre-mer, voilà, donc qui concerne la France, qui ne nous concerne pas dans l'Hexagone, mais qui concerne la France et qui concerne évidemment des continents entiers. Nous sommes là, au bord de la généralisation du vaccin, c'est-à-dire qu'on va passer en phase industrielle. Ce qui veut dire que très rapidement maintenant, on va pouvoir vacciner contre la dengue. On parle beaucoup dans le débat public du vaccin contre l'infection au VIH ou du paludisme. Nous sommes plus loin même que ce que l'opinion publique imagine. Mais des efforts sont là et évidemment on voit bien que nous sommes à un moment où l'enjeu c'est de faire franchir à la science, à la science vaccinale, de nouvelles étapes qui nous permettent d'apporter des réponses qui sont très attendues. Et donc le paradoxe, ce serait qu'on attende de la vaccination des avancées nouvelles sur le VIH ou contre le VIH par exemple, et qu'on fasse comme si dans d'autres domaines ça n'avait pas d'importance, alors que ce sont des pathologies dans les autres domaines qui touchent une population plus large. Des succès qui amènent les pouvoirs publics et le ministère de la Santé, la ministre de la Santé que je suis en France, a indiqué que nous devons poursuivre nos efforts et ne pas baisser la garde. À l'échelle nationale, parce qu'il y a un enjeu de santé publique. Aujourd'hui, dans notre pays, il y a des gens qui meurent parce qu'ils ne sont pas vaccinés. Et il y a des gens qui auraient pu ne pas mourir s'ils avaient été vaccinés. Ce sont des faits qu'il faut rappeler. Il y a dans notre pays la tentation de croire que les maladies contre lesquelles les vaccins protègent sont des maladies du passé, qu'elles ont disparu et qu'une fois qu'elles ont disparu, elles ne reviennent pas. Mais les maladies reviennent. Et on voit en France, par exemple, qu'il y a des gens qui ont la rougeole et que c'est dans certaines régions plus que d'autres, et c'est directement lié au taux de couverture vaccinale ROR contre la rougeole que l'on peut observer dans ces régions. Je ne vais pas vous donner les chiffres, enfin si, pourquoi pas après tout. 49 morts par tétanos depuis 2000, 10 morts par la rougeole, 50 personnes meurent chaque année par la méningite. Ce sont des morts évitables. Et nous ne pouvons donc pas relâcher la vigilance. Cette vigilance, elle s'impose évidemment à l'échelle internationale et c'est le rôle de l'Organisation mondiale de la santé que de le rappeler, d'en faire un combat. 11 millions d'enfants meurent chaque année de pathologies infectieuses à travers le monde. On sait que le changement climatique va avoir un impact sanitaire, notamment en termes de pathologie, qu'il va falloir en tirer des conséquences pour ce qui est de la vaccination. L'OMS vient d'ailleurs de déclarer que la situation de la poliomyélite constitue désormais une urgence de santé publique de portée internationale. De nombreux enfants ont été contaminés ces derniers mois, en Syrie par exemple, et dans le même temps, le virus s'est propagé dans 3 autres pays qui ont interrompu, pour des raisons politiques, leur campagne de vaccination et menacent ainsi les efforts d'éradication soutenus depuis des années par la communauté internationale. Il nous revient donc d'affronter des maladies émergentes aggravées par la circulation, il nous revient par ailleurs d'affronter des maladies émergentes favorisées par la circulation des biens, des personnes. Je le disais il y a un instant, par le changement climatique. On pense aux grippes aviaires en particulier, qu'elles soient, l'épidémie du virus Ebola en Afrique de l'Ouest, le coronavirus, le chikungunya qui aujourd'hui touche très fortement les Antilles, ou la dengue. Et pour ce qui est des virus, je rappelle que nous sommes confrontés à des cancers qui sont causés par des virus. C'est le cas des lymphomes, des cancers colorectaux, des leucémies ou des cancers du col de l'utérus. Être vigilant,
Cela signifie que la politique vaccinale doit rester une grande priorité de santé publique. Et c'est un objectif que je veux réaffirmer. Nous devons absolument répondre, et le débat doit servir à cela, aux réticences d'une part croissante de nos concitoyens face à la vaccination. Il y a des raisonnements non scientifiques qui contribuent à des inquiétudes qui n'ont pas lieu d'être. Nous devons en tout cas tout faire pour permettre aux Français de faire le choix de la vaccination de la manière la plus éclairée possible, la plus rassurée, assurée, assumée possible. Cela passe d'ailleurs par sans doute une plus grande lisibilité des recommandations vaccinales. C'est la raison pour laquelle j'ai engagé un processus de simplification et de clarification du calendrier vaccinal. Parce que quand les choses sont trop complexes et ne renvoient pas des logiques simples, elles sont difficiles à suivre dans le temps. On constate par exemple que les enfants sont assez bien vaccinés et que ce sont les adultes qui, vis-à-vis d'eux-mêmes, ont tendance à oublier les dates de rappel, les fréquences de rappel, ce qui suppose de pouvoir consigner tout cela. Et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles je souhaite que nous puissions avancer en lien avec les professionnels dans le développement du carnet de vaccination électronique. Je n'ignore rien des doutes et des inquiétudes qui peuvent exister. Et vous êtes ici pour débattre d'un point plus particulier, qui est celui des adjuvants vaccinaux. Et je crois qu'il est utile que le débat se tienne. La France est sans doute l'un des rares pays, peut-être le seul, dans lequel ce type de débat se tient. Mais c'est utile et cette transparence doit permettre d'éclairer encore une fois chacun. Moi, je veux encore une fois rappeler mon attachement à un débat fondé sur des faits avérés et en même temps sur l'instauration d'un dialogue qui repose sur la confiance et sur une pédagogie du risque. Les vaccins, ce sont des produits de santé. Et comme tous les produits de santé, les vaccins peuvent présenter des effets indésirables. Il s'agit donc de procéder à une évaluation quantitative, rigoureuse, scientifiquement établie, des bénéfices et des risques de l'ensemble des vaccins. Bénéfices-risques qui peuvent s'apprécier, qui doivent s'apprécier à l'échelle individuelle, mais aussi et surtout à l'échelle collective. Concernant les adjuvants et leurs conséquences éventuelles, j'ai évidemment en tête que l'Agence nationale du médicament et des produits de santé, dont je salue le directeur, suit ce sujet avec attention. L'ANSM estime que l'ensemble des travaux et des données disponibles ne permet pas d'établir un lien entre les adjuvants et d'éventuelles pathologies. L'Académie de médecine a rendu public un rapport sur les adjuvants vaccinaux. Ce document souligne qu'aucun élément ne prouve leur nocivité et l'Académie a exprimé son opposition au principe d'un moratoire. L'Organisation mondiale de la santé a confirmé sa position identique sur le sujet. En parallèle, le Haut Conseil de la santé publique estime, dans son avis du 11 juillet 2013, que les données scientifiques disponibles ne remettent pas en cause la sécurité des vaccins contenant de l'aluminium. Il recommande de poursuivre les vaccinations prévues dans le calendrier vaccinal en vigueur. Il encourage aussi la poursuite de recherches visant à évaluer la sécurité des adjuvants disponibles ainsi que le développement de nouveaux adjuvants. Le remplacement des adjuvants aluminiques, qui est demandé par certains, requiert de développer des essais cliniques importants. Il est évidemment absolument indispensable de s'assurer de l'efficacité et de la tolérance d'une nouvelle formulation.
à ma demande, parce que le débat a lieu, donc je crois que nous devons entendre les préoccupations, même si dans certains pays, le débat que nous avons apparaît